Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer la suite du cours sur les espaces maritimes au cœur de la mondialisation. Et on avait vu avant que c'était des espaces riches en ressources, les mers et les océans. Et là, on va juste faire un petit point pour compléter le rapport aux ressources en posant la question des inégalités d'accès. Parce que c'est très bien qu'il y ait des ressources dans les mers et les océans. Mais vous allez voir, tout le monde ne peut pas les exploiter parce que c'est compliqué. En effet, et ça vous pouvez le noter, hein, pour exploiter les ressources des espaces maritimes, il faut une maîtrise technologique importante et c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, on va prendre l'exemple du pétrole offshore, donc du pétrole en mer, hein. Rappelez-vous, offshore, ça veut dire en mer. Pour pouvoir, exploiter du pétrole en pleine mer, hein, vous imaginez bien, c'est au fond de l'océan, il faut des plateformes, on construit des plateformes pétrolières, c'est le mot que vous avez ici, offshore donc. Faut pas qu'elle bouge, hein, faut qu'elle reste au-dessus de la zone où il y a du pétrole, faut qu'elle résiste aux tempêtes, alors que vous voyez, c'est quand même des infrastructures importantes, parfois même, très, très grandes. Et puis, il faut aussi, accéder au pétrole. Le pétrole, il est sous la mer, il est sous la terre même, donc il faut réussir à creuser, donc descendre déjà à la profondeur, du fond, marin, creuser sous la terre pour pouvoir accéder aux réserves de pétrole qui sont là et ça peut être, extrêmement profond, hein. Regardez ici sur ce schéma, on voit que les plus profonds, ça va jusqu'à, 2 300 m, donc plus de 2 kilomètres sous la surface de l'eau. Heu, il faut pouvoir, creuser, il faut pouvoir éviter que le pétrole, s'échappe dans l'eau, hein, donc sécuriser l'étanchéité du système de captation. Donc ça demande en fait des technologies très développées. C'est extrêmement coûteux en fait d'aller chercher du pétrole en mer. Surtout que, les réserves de pétrole les plus proches des côtes, hein, à 100 m, 300 m, elles sont exploitées depuis longtemps puisqu'elles sont plus faciles d'accès et que maintenant, si on veut trouver du pétrole, on va de plus en plus loin. Donc on va 1 kilomètre, 2 kilomètres sous l'eau, voire 2,5 km. Donc c'est permis par des progrès techniques. On peut aller maintenant exploiter du pétrole, par exemple, en Arctique, alors qu'en plus il y a des problèmes de froid et tout. Mais ces progrès techniques ne sont pas accessibles à tous. Et donc, seules des grandes entreprises, hein, qui ont beaucoup, beaucoup de moyens, comme par exemple Total, qui est une entreprise française d'exploitation de pétrole, peut mener des projets, aussi coûteux. En plus, double inégalité, hein, c'est que seulement des entreprises, très développées, mais elles viennent souvent de pays, des pays les plus riches aussi. Et donc ça reflète, encore une fois, les inégalités de la mondialisation, où les entreprises les plus importantes des pays, les plus développés peuvent avoir la maîtrise technique qui permet d'exploiter le pétrole au fond des océans. Ça, c'est un premier aspect de limitation de l'accès aux ressources. Il y a un autre enjeu, il faut pouvoir protéger son accès aux ressources. C'est bien d'avoir des ressources, mais il ne faut pas que ce soit d'autres pays ou qui viennent vous piller vos ressources, vous voler vos ressources. Et c'est par exemple le cas, la menace de la pêche illégale. Il y a plein d'enjeux de pêche illégale, d'autres pays qui viennent par exemple, ou simplement des individus, hein, qui viennent dans vos eaux territoriales, donc les eaux en face de votre pays, pour aller pêcher le poisson qui est normalement le vôtre et qui viennent, qui veulent vos réserves de poissons et en plus des fois qu'ils le font, sans respecter des normes environnementales. Donc en plus ça fait des dégâts pour la suite. Donc là je vous ai mis 2 extraits, de journaux qui en parlent, hein, par exemple en Tunisie ou en Guyane, en France, qui sont des zones touchées par la pêche illégale. Voilà, un enjeu d'accès aux ressources. Comment faire? Il faut une maîtrise technique et puis il faut pouvoir sécuriser ces ressources. Donc ça, c'était pour terminer sur les ressources. Maintenant, on va s'intéresser à la maritimisation de l'économie mondiale. Alors, maritimisation, on va l'expliquer, hein, mais l'idée derrière, dans cette grande partie, cette troisième partie, ça va être de voir les enjeux commerciaux, les enjeux de circulation des bateaux, notamment des bateaux de commerce. Et donc, le premier constat qu'on va faire, c'est une augmentation des échanges par voie maritime. Et donc la première chose que je vais vous dire, je vous ai dit qu'on allait revenir sur le terme maritimisation. C'est un terme qui est à connaître, qui a été inventé par André Vigary. André Vigary, c'est un spécialiste des mers et des océans. Et ce que veut dire maritimisation, c'est l'augmentation des échanges internationaux par voie maritime. Donc, en gros, la maritimisation, c'est le fait de dire qu'il y a de plus en plus d'échanges qui passent par les mers et les océans pour se faire. On a un chiffre, on y reviendra dessus. Et donc ce que je voudrais, oui voilà, je vous l'ai déjà mis pour illustrer, une augmentation, vous voyez, de, tous les échanges qui passent par voie maritime, hein, c'est dans votre manuel, où on voit qu'ils sont tous en augmentation.
Et donc voilà, ce que je voudrais que vous fassiez. Je vous ai distribué des questions que j'ai remis sur cette diapo, donc vous voyez, c'était un petit papier avec 5 questions et j'aimerais que vous y répondiez à l'aide de la vidéo, qui est indiquée ici et que dont je mettrai le lien aussi sur la description. Donc vous faites pause, vous avez le papier avec les questions, vous regardez la vidéo et vous essayez de répondre au fur et à mesure. Sachant que la troisième, quels sont les avantages du transport maritime, il y a plein de réponses, donc pensez à la détailler. Donc ce serait bien que vous fassiez cet exercice. Je dis ce serait bien parce qu'en fait, je vais vous donner la correction juste après. Mais prenez au moins le temps de regarder la vidéo et de réfléchir aux questions. Ce serait vraiment bien. C'est très, très clair, c'est encore beaucoup mieux expliqué que ce que moi je le fais. Donc ce serait dommage, ça dure 5 minutes, vous prenez juste 5 minutes de plus pour aller regarder la vidéo. Voilà. Et donc maintenant que j'espère que vous avez vu cette vidéo, on va corriger les questions et donc la correction des questions sera le cours, hein, donc vous prenez bien cette correction. Déjà, je vous demandais le pourcentage de marchandises qui sont transportées par voie maritime. Certains d'entre vous auraient peut-être été capables de le dire même sans voir la vidéo, puisqu'on vous en a déjà dit, c'est 80% des échanges de marchandises qui se font par la mer. Donc c'est une très grande partie de ces échanges de marchandises. Et si vous voulez ajouter une autre information sur l'évolution un peu de ce transport de marchandises, vous pouvez dire qu'en 40 ans, dans les 40 dernières années, euh, il y a eu une augmentation, une multiplication par 4 du nombre de bateaux de commerce et le nombre de marchandises échangées a été multiplié par 3. Donc on voit vraiment une augmentation très forte du transport maritime, une maritimisation. Rappelez-vous de ce terme. Je vous demandais quand même quel était le défaut du transport maritime. Bah, le défaut du transport maritime, c'est qu'il est plus lent que les autres transports, hein. Par exemple, il donnait l'exemple entre la Chine et la Belgique, on met entre 30 et 40 jours pour amener des produits. Donc voilà, c'est le défaut, c'est que ça peut être lent. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. C'était la troisième question. Et le premier avantage, c'est qu'il est facile de circuler sur les mers et les océans. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a un principe de libre circulation. Principe de libre circulation, c'est un peu comme une loi internationale qui dit que tout le monde peut se déplacer sur toutes les mers et les océans. Il n'y a pas d'interdiction de, je sais pas, l'océan Pacifique, c'est réservé au continent américain ou pas. Non, tout le monde peut aller partout. Ça, c'est un premier aspect, la libre circulation. Un autre avantage, c'est le faible nombre d'obstacles rencontrés en mer. Vous n'avez pas de montagne où il faut monter par-dessus, ou il faut creuser des tunnels. C'est plat, la mer, c'est pratique. Et en plus, il y a pas besoin de construire des infrastructures. C'est-à-dire, si vous voulez traverser un continent, va falloir construire des routes et ça coûte très, très cher de construire des routes. Là, pas besoin. Les bateaux, ils flottent, ils suivent, ce qu'on appelle des routes maritimes, mais les routes maritimes, c'est juste, des zones qui sont très empruntées, qui ressemblent à des routes, mais il y a rien sur l'eau qui a été construit, il y a que les ports qui doivent être construits. Et donc construire, on va dire un port au point de départ et au point d'arrivée, ça coûte moins cher que de construire une route sur tout le long. Donc voilà, il y a cet enjeu-là. Il y a un autre avantage qui facilite le transport maritime, c'est l'invention, de la technique du conteneur, dont on va reparler. Il y a la spécialisation des navires en fonction des marchandises. Donc on a des navires spécialisés, donc ils sont efficaces. Il y a le fait que les navires sont très gros et donc qui permettent de transporter un grand volume de marchandises. Et la conséquence de tout ça, et le dernier avantage du transport maritime, c'est donc que le prix est faible. En fait, ça coûte moins cher que de transporter par n'importe quel autre moyen de transport. Alors, beaucoup, beaucoup moins cher que l'avion, mais même moins cher que le train ou que la route. Voilà, pour tous les avantages du transport maritime. Avec la question 4, je voulais revenir sur une innovation technique qui permet de faciliter les échanges. Et donc, je l'ai dit rapidement, c'est l'invention du conteneur. Là, je vous ai mis une photographie de porte-conteneur qu'on voit chargé de conteneurs. Donc, les conteneurs, c'est ce petite boîte carrée, enfin rectangulaire, dans lequel on peut stocker des marchandises, un tout type de marchandises. Vraiment des produits frais, des produits électroniques, tout. Et pourquoi c'est une révolution, en fait, l'invention du conteneur? C'est parce que c'est extrêmement pratique. Ils sont tous identiques, donc on peut les empiler facilement. Et donc, si on peut les empiler facilement, on peut en mettre beaucoup, c'est stable, et on peut facilement passer d'un mode de transport à un autre. On peut enlever ce conteneur du bateau et le mettre sur un camion, et donc finir le trajet, par exemple, sur Terre. Donc c'est très pratique, l'invention du conteneur, qui est un conteneur standardisé, et ça permet de faciliter les échanges, et ça a permis une augmentation très forte des échanges maritimes.
Et dernière question, ça portait sur quelle évolution connaissent les navires de transport? Et je vous demandais de montrer des chiffres qui illustraient les capacités de transport des porte-conteneurs, parce que ces chiffres sont impressionnants. Et donc l'évolution de la taille des navires, bah, c'est une augmentation, ça notez-le, une augmentation de la taille des navires. On est dans une croissance de plus en plus importante de la taille des porte-conteneurs, hein. Regardez, je vous ai mis un graphique qui vient de votre manuel où on voit entre 1969 et 2019, que, la taille des navires, des porte-conteneurs a, augmenté et puis surtout leur capacité. On passe de 1 572 conteneurs possibles à presque 24 000. Donc 24 000, à chaque fois, on peut mettre plusieurs tonnes dans chaque conteneur, de produits qui peuvent valoir très cher, hein. On peut faire des conteneurs d'iPhone. Vous imaginez bien donc la capacité de transport qui est impressionnante. Je vous demandais de donner des chiffres. Bah, par exemple, dans la vidéo, il parlait du MAC Zoé, 395 mètres, hein, c'est plus grand que la Tour Eiffel. Là, vous en avez un qui fait 400 mètres. 400 mètres, donc c'est l'équivalent de 4 terrains de football mis côte à côte, hein, donc c'est grand. Et la capacité de transport d'un porte-conteneur, un seul, hein, maintenant, c'est l'équivalent de 1000 avions. Donc voilà, des chiffres qui illustrent l'importance des porte-conteneurs maintenant. On a vu, comment passer les échanges, on va s'intéresser maintenant aux routes maritimes. Et les routes maritimes, en fait, on parle de routes parce qu'en fait, c'est les chemins qu'empruntent les bateaux pour, relier 2 points et des routes maritimes, on va dire qu'il y en a 3 très grandes, les 3 plus importantes. C'est simple, elles relient les 3 grands pôles de la mondialisation que sont l'Europe, l'Asie et les États-Unis et donc à chaque fois, elles traversent un océan, pardon. Donc l'océan Indien, qui relie l'Europe à l'Asie, l'océan Pacifique qui relie l'Asie à l'Amérique et puis l'océan Atlantique qui relie, l'Amérique à l'Europe. Donc ça, en fait, c'est comme s'il y en avait une seule grande, mais elle est, séparée en 3 bouts, entre les 3 grands pôles de la mondialisation. C'est, la route maritime, les routes maritimes les plus importantes. Il y en a d'autres, qui sont plus petites. Par exemple, bah, vous voyez une plus petite qui passe par l'Amérique du Sud, bah, c'est par exemple pour les bateaux qui passent pas par le canal de Panama. Parce que, on a vu qu'il y avait des bateaux de plus en plus grands, mais les canaux qui ont été creusés, ils peuvent pas forcément accueillir les plus grands bateaux. Et ben, il y en a certains qui peuvent pas passer par là et qui doivent donc contourner toute l'Amérique du Sud. Ou pareil, ceux qui passent pas par le canal de Suez, ils doivent contourner toute l'Afrique. Et donc ça fait des routes maritimes secondaires qui sont moins utilisées, mais qui sont importantes quand même. Donc retenez 3 grandes routes maritimes qui relient les 3 grands pôles de la mondialisation. Et retenez ces 3 grands pôles de la mondialisation. Les routes maritimes, comme vous voyez, elles passent toujours au même endroit et elles passent par ce qu'on appelle des passages obligés. On en a déjà parlé, ça peut être des détroits, ça peut être des canaux. Donc on va prendre le temps d'approfondir. Déjà, ça peut être des détroits. Donc un détroit, je vous ai mis une photographie d'un détroit, c'est celui de Bab el-Mandeb, où on voit très bien comment est construit un détroit. C'est un passage de mer qui est assez fin, qui est étroit, comme le nom l'indique, et qui passe entre 2 continents ou 2 grandes zones de terre ou 2 îles. Ici, vous voyez, on a, la mer, enfin le pardon et les bateaux, bah, pour passer, ils doivent, passer par cette zone beaucoup plus petite et donc il y a une concentration des navires à cet endroit-là et donc c'est vrai pour les détroits. Donc s'il vous faut une définition de détroit, c'est une étroite bande de mer entre 2 espaces terrestres. Et donc, il y a plusieurs exemples, hein, qu'on voyait ici. Il y a dans ceux que je vous ai demandé de retenir, il y a le détroit de Malacca, le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit d'Ormuz, le détroit de Gibraltar, pour les plus importants. Heu, vous devez, voilà, connaître ces détroits. Et un détroit, c'est naturel. C'est-à-dire, enfin, c'est comme ça, hein, personne n'y a touché. Et c'est la grande différence avec les canaux. Il y en a 2 principaux des canaux, il y a celui de Panama et celui de Suez. Les canaux, ils ont été creusés par l'homme. Donc c'est la même chose, c'est une fine bande de mer entre 2 espaces terrestres, hein, où se concentrent les navires, mais ils ont été creusés par l'homme. Ils n'existaient pas avant, on ne pouvait pas passer avant. Et regardez, hein, à quel point ça permet de faire gagner du temps, puisque avant, le canal de Panama n'existait pas, donc si on voulait aller de la côte ouest des États-Unis avec Los Angeles jusqu'à l'Europe, il fallait forcément faire le tour de l'Amérique du Sud.
Et c'est pareil, si avant on voulait aller, même par exemple, de la mer Méditerranée jusqu'à la Chine, et ben, il fallait contourner. On pouvait pas passer par là, hein, Suez n'existait pas, il fallait contourner toute l'Afrique et faire le chemin. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, c'est extrêmement stratégique et c'est très, très utilisé par les navires. Donc les détroits naturels, les canaux artificiels, et il faut connaître donc les canaux et les détroits que je vous ai cités, donc voilà. Je voulais vous montrer, alors c'est une carte qui est fascinante, je vous mets le lien dans la description. On voit en temps réel tous les bateaux, qu'il y a dans la mer. Donc c'est génial, on peut voir. Je vous ai mis des captures d'écran parce que là, le temps que ça charge et tout ça, je voulais pas, mais n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez cliquer sur les bateaux, il y en a une partie d'entre eux, vous aurez des informations, vous pouvez voir où ils vont, d'où ils viennent, est-ce que c'est des porte-conteneurs, est-ce qu'ils transportent du pétrole? Enfin, c'est assez génial, en fait, comme carte. Et là, on est au niveau de Panama, et vous voyez donc toutes les petites flèches, c'est des bateaux, hein, avec la direction dans laquelle ils vont. Les couleurs, c'est en fonction du type de bateau. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Et ce que vous voyez, c'est que, bah, de chaque côté, il y a, des mers et il y a une concentration des bateaux pour passer je vais aller trop vite, pour passer dans le canal. Donc là, vous voyez, il y a plein de bateaux qui sont serrés. Je sais pas si vous vous rappelez, on parlait d'encombrement de certains, passages stratégiques dans l'océan Indien, bah, c'est vrai partout où il y a des canaux ou des détroits. Et voilà, là, je vais zoomer sur cette partie-là au sud, celle-là, donc là, vous voyez vraiment le canal qui a été creusé, entre la terre, et là, bah, comme il y a un encombrement, bah, là, c'est tous les bateaux qui sont à l'arrêt. C'est pour ça qu'ils sont pas en forme de flèche, mais en forme de rond, parce qu'ils attendent leur tour pour avoir le droit de passer dans le canal. Donc voilà, vous pouvez chercher, aller sur la carte, hein, sur Marine Traffic, regarder les canaux et les détroits pour voir ça, très bien par vous-même. Et donc, bah, on va s'arrêter un petit peu et décrire le canal de Panama. Le canal de Panama, hop, ça c'est une des zones, le début, du canal de Panama, et on va parler, il y a eu des gros travaux, c'est pour ça que j'ai mis cette photographie. Le canal de Panama, c'est 5 du commerce mondial, donc 5 de toutes les marchandises du monde passent par le canal de Panama. À Suez, c'est 9, presque 10. Donc vous voyez, il y a un nombre très important de l'ensemble de tout ce qui passe par le commerce qui doit traverser ces canaux. Le canal de Panama, donc 5 du commerce mondial, et il mesure 80 kilomètres de long, hein. Ça a été creusé, 80 kilomètres. Le problème, c'est qu'au début, quand il a été creusé, à l'époque où il a été creusé, bah, les bateaux étaient plus petits. Donc, il doit s'adapter à la mondialisation et donc à l'augmentation de la taille des bateaux. Et donc, il y a eu un gros projet d'élargissement pour accueillir des bateaux. On parle de porte-conteneurs, donc des bateaux qui peuvent porter jusqu'à 13 000 conteneurs. Donc c'est toujours pas les plus gros, mais c'est déjà mieux qu'avant puisque c'était limité à 5 000 conteneurs. Et donc vous voyez, je vous ai mis une photographie des travaux parce que je trouve ça très impressionnant. Hem, pour faire passer, bah, des bateaux, qui font, la taille de 2 ou 3 stades de foot, enfin 2 ou 3 terrains de foot, bah, il faut, des infrastructures impressionnantes. Heu, voilà, donc là vous avez, le passage avec des écluses, parce que oui, bon, je prends juste le temps de dire ça. Ça relie 2 océans, ça relie l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et ben, sachez que, le niveau de la mer, il est pas à la même hauteur, et donc il faut des écluses, c'est-à-dire des zones fermées pour faire descendre ou remonter progressivement, les bateaux pour les faire passer. Parce que voilà, sinon il y a des problèmes. Bref, je m'arrête là-dessus, mais retenez, quelques éléments sur le canal de Panama pour montrer à quel point il est stratégique dans, on va dire dans la mondialisation. Et donc pourquoi ils sont stratégiques, hein? Encore que 2 éléments à noter. Donc, vous pouvez faire 2 tirets sur pourquoi détroits et canaux sont stratégiques. Un, bah, déjà, ils sont très stratégiques pour, les entreprises qui utilisent le transport maritime, parce qu'ils permettent de gagner beaucoup de temps. C'est ce qu'on a vu sur la carte. Si vous l'avez déjà noté, c'est pas la peine de le remettre, mais ils permettent de gagner beaucoup de temps, de faire, enfin, c'est vraiment des raccourcis, et donc, bah, si ça fait gagner beaucoup de temps, ça fait gagner de l'argent. Déjà parce que vous dépensez beaucoup moins de carburant. Et puis pour les pays, c'est hyper intéressant d'avoir un canal. Par exemple, je vais prendre l'exemple cette fois du canal de Suez. Et ben, ça permet à l'Égypte de s'intégrer à la mondialisation et de faire des bénéfices très importants. On a 2 du PIB de l'Égypte qui provient, des bénéfices du canal de Suez. Donc 2 du PIB, c'est 2 de l'ensemble de toutes les richesses produites de l'Égypte. Et ben, c'est le canal de Suez. Parce que, bah, en moyenne, traverser le canal de Suez, pour un bateau, ça coûte 400 000 €. Et pour les plus gros, c'est jusqu'à 750 000 €. Autant les détroits,
c'est naturel, donc libre circulation, tout le monde peut passer gratuitement. Les canaux, ils ont été creusés par les pays dans lesquels ils sont, et donc ils font payer le passage. OK? J'espère que c'est clair. On va voir maintenant, les flux maritimes. Les flux maritimes variés et on va commencer par les flux matériels. Donc les flux matériels, c'est tout ce qui est flux de marchandises, hein, tout ce qui est solide. Et donc, on a tout type de marchandises qui transitent par voie maritime. Si vous avez bien vu la vidéo, ils en parlent, hein. On a des hydrocarbures, des conteneurs, des produits agricoles, des minerais. Et donc, pour transporter tous ces types de marchandises, on a différents types de bateaux. Les bateaux sont spécialisés dans le transport d'un type de marchandises. On va pas mettre du pétrole dans des conteneurs, par exemple. Et donc voici, les 3 grands types de bateaux. D'abord, bah, les porte-conteneurs ici, qu'on a déjà vus, qui permettent l'empilement de ces petites boîtes là, ces petits conteneurs et d'en mettre beaucoup. Vous avez, aussi des tankers ou des supertankers. En fait, des tankers, c'est des bateaux qui permettent de transporter du pétrole et des supertankers, c'est la même chose mais en plus gros. Donc dans tous les cas, c'est pour, transporter des hydrocarbures et notamment du pétrole. À l'intérieur, là, le bateau, il est tout bas, bah, à l'intérieur, c'est rempli de pétrole en fait, tout ce qui est sous l'eau. Et vous avez les vraquiers, ça vient de vrac, en fait. Donc tout ce qu'on peut mettre en vrac. On peut mettre, des céréales, on peut mettre du minerai. Là, je vous ai mis un exemple où on voit, des camions. Ils peuvent aussi servir à transporter des véhicules. Donc voilà, là, 3 grands types de bateaux qui permettent de déplacer des marchandises différentes. Alors là, on a vu pour les marchandises, légales, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les espaces maritimes sont aussi des espaces privilégiés pour le commerce illégal. Bon, pour les activités illicites, pour la contrebande ou le trafic. Parce que, bah, oui, il y a pas que, les entreprises qui profitent de la maritimisation, il y a aussi, on va dire les réseaux illégaux qui en profitent parce que, bah, c'est les avantages du transport maritime sont les mêmes, hein. Ça permet de transporter de grandes quantités, ça coûte pas cher et en plus, il y a un autre avantage pour les réseaux illégaux, c'est que c'est très difficile à contrôler par les autorités. Puisque quand vous êtes en haute mer, c'est-à-dire loin des côtes, personne peut venir, vérifier ce qui se passe sur votre bateau. Vous n'êtes pas dans un pays, donc il y a pas de force de police ou de gendarmerie pour aller vérifier ce que vous faites. Donc ça a été très utilisé et donc je vous mets, un exemple d'un saisie, de cocaïne parce que, heu, bah, pour vous donner une idée, hein, des chiffres sur le les transports, sur les trafics illégaux, on considère donc, toute la cocaïne qui arrive en Europe, alors évidemment les chiffres sont pas précis, hein, c'est pas comme si, les trafiquants, transmettaient leurs chiffres, pour qu'on puisse faire des cours avec, mais on estime qu'il y a entre 25 et 50 de toute la cocaïne qui arrive en Europe, qui arrive par le port de Rotterdam aux Pays-Bas, donc par, le plus grand port européen. On considère que c'est entre un quart et la moitié de toute la cocaïne qui circule en Europe qui arrive par là. Donc voilà, ça prend une place très forte aussi dans les réseaux illégaux et donc là, je vous ai mis, juste la saisie, alors j'aurais du mal à dire, mais, d'une grande quantité de cocaïne, sans doute. Voilà, donc ça, c'est pour les flux matériels et notez maintenant les flux immatériels et moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo puisque vous avez une activité. Je vous ai distribué, l'activité à faire, hein, c'est recto verso. D'un côté, il y a les consignes, une première partie de recherche et une deuxième partie sur, le comment ça s'appelle? Le l'article qui est au verso, et donc vous avez plusieurs questions et donc il faut y répondre pour, bah, la prochaine fois que je vous vois. Donc je vous souhaite bon courage pour le travail et une bonne journée.